Donc moi, la strat, c'était vraiment petite time frame, grosse position en fait. Voilà, avec des stops serrés pendant genre 15 minutes. J'étais genre à moins 60 000 balles de PNL. Bah à l'époque, ça me faisait, enfin encore aujourd'hui, ça me ferait chier, tu vois. Et là, ça me faisait chier hardcore parce que en soi, mon trade, il était ok, tu vois. Frère, moi j'étais devant la chart, je sais plus, c'était la nuit, je crois. Genre les candles 1 minute, elles faisaient moins 5%, frère. L'order book BitMEX, ouais. La folie. Ils ont alt l'exchange. Moi j'étais en mode, frère, genre les candles 1 minute, elles prenaient moins 5%. J'étais en mode, mais genre, c'est jamais vu, ouais. C'est jamais vu. Moi, je pensais que Bitcoin s'était fait hacker et qu'on savait pas, genre. On avait on va dire, des espérances, des espoirs que ça révolutionne le monde, etc. Et au final, on se rend compte, plus on avance, que les cryptos, ça va être un truc en plus, mais pas, ça va pas révolutionner la vie de tout le monde. Moi, je pense que dans 6 mois ou 1 an, je suis quasiment sûr que le BTC sera plus haut qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est une conviction que j'ai. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview, un nouveau podcast. Peu importe le mot que je vais utiliser. En tout cas, ça va être un contenu très sympa parce qu'aujourd'hui, je reçois Tisma. Yo Tisma, comment ça va? Salut la team, ça va très bien et toi? Bah écoute, tout roule. On a Ether qui rebondit. Nice. Ça donne du baume au cœur. En tout cas, nice. ça me rend un peu plus heureux que d'habitude. Mais en tout cas, très content de te recevoir parce que pour le coup, je trouve que tu as un profil qui est assez intéressant parce que je pense qu'on a participé un petit peu au marché en même temps sans vraiment totalement le savoir à un moment. On a fait un peu des choses similaires, notamment du côté de BitMEX. Je pense que c'est là où on a fait nos armes sur toute la partie produits dérivés, parce que toi, tu t'es vraiment focus sur ça un bon bout de temps. Et y a pas mal de choses que tu fais que j'ai trouvé personnellement assez intéressant et inspirant, notamment du côté des frameworks que tu as pu faire, de l'automatisation de stratégie, de l'order flow, etc. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait pas mal d'en parler et puis aussi voir un petit peu ton parcours, etc., histoire de peut-être aider les gens à comprendre ce qui fait un bon trader et au moins peut-être s'inspirer de petits moments de ton parcours pour peut-être devenir meilleur, tu vois, dans leur trading ou en tout cas leur donner des idées. Donc vraiment trop content de faire ça avec toi. Et pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne te connaissent pas forcément. Je pense que les plus acharnés de Twitter commencent à bien te connaître. Mais je pense que pour ce qui est de YouTube, c'est encore un autre monde. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, salut à tous les gars. Moi, je suis ravi d'être là avec le Pix. Je vais essayer de vous raconter mon parcours un petit peu de la meilleure des manières. Et puis voilà, si vous avez des questions dans les commentaires, tout ça, j'essaierai d'y répondre. Alors moi, déjà, faut savoir que je fais du trading depuis 2017. Je crois qu'on a commencé plus ou moins en même temps, comme tu l'as dit sur BitMEX en fait. Donc en gros, moi, pour faire très très simple, j'ai toujours eu un attrait pour le trading. Tu vois, j'ai toujours kiffé le trading. Donc j'avais fait des comptes démo quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais 16-17 ans, mais parce que tu pouvais pas à l'époque avoir une petite app genre Coinbase et te lâcher une petite mettre une pièce quoi. À l'époque, c'était vraiment t'allais sur IG Markets et tu devais faire un compte à 10 000 balles, l'autorisation de tes parents, etc. Donc ultra compliqué. Bref, donc j'avais fait un compte démo, voilà, j'avais fait ça 3 mois et ça m'a saoulé. Mes petits attraits pour le trading. Et en fait, par la suite, j'ai des super potes qui m'ont parlé d'Ethereum et Bitcoin en 2017. Et là, ça a fait ting-ting dans ma tête. J'en avais déjà entendu parler parce que je fais pas mal d'informatique. Et là, je me suis dit, putain, c'est insane. Ouvre un compte Kraken et mets 10 balles. Voilà, c'est commencé comme ça. Genre, j'ai créé mon compte Kraken, j'ai mis 10 balles. J'ai acheté je sais plus quel truc. Alors, à l'époque, c'était Ripple, du Onshares qui est devenu Neo maintenant. À l'époque, c'était l'Ethereum chinois. C'était l'Ethereum chinois à l'époque. Maintenant c'est l'Ethereum version Wish. mais bref, du coup c'est gaulerie. Maintenant c'est l'Ethereum Wish du coup. Donc j'ai start avec ça. J'ai acheté des petits trucs et tout, c'est monté. Et évidemment après je me suis pris ma première moins 50% de baisse. Peut-être 2 mois après mon join, évidemment. Donc j'avais mis à l'époque j'avais mis 10 balles. Mais ensuite j'ai mis toutes mes économies. J'étais environ 2000 balles. Je devais avoir 19 ans, un truc comme ça. J'avais mis mes 2000 balles et voilà. Et j'ai divisé par 2, donc il me restait 1000 balles. Et là, par la suite, j'ai découvert BitMEX, du coup, qui avait commencé à faire du bruit sur Twitter notamment, etc. Et surtout dans les communautés de Discord. Et en fait, BitMEX, c'était un exchange principalement sur les dérivés. Donc en gros, c'était les premiers créateurs des contrats dérivés comme on les connaît aujourd'hui. Donc en gros, vous
aviez des bitcoins dans votre portefeuille, vous allez déposer vos bitcoins sur la plateforme et ensuite vous allez pouvoir prendre des longs et des shorts en fait, donc les produits dérivés comme ils existent aujourd'hui. Mais on appelle ça inverse, c'est-à-dire que vous allez parier avec des bitcoins. Et en fait, j'ai lu pas mal de livres à côté, j'ai suivi des mecs sur Twitter, sur des Discord, et j'ai réussi à me faire des petites stratégies, on va dire, de choses qui avaient l'air de marcher sur les marchés traditionnels. Et de fil en aiguille, j'ai pris un Excel et j'ai fait du backtesting avec la fonction TradingView là. Il y a la fonction sur TradingView, vous avez un play et un pause. Un replay. Cliquez dessus, voilà. Ouais, tu connais, tu peux backtest en fait. Tu peux rewind, revenir en arrière sur l'historique des courbes. Et donc moi, je suis quelqu'un de très agressif dans la vie, d'accord? C'est-à-dire que dans les jeux vidéo, j'ai toujours été un mec aggro, tu vois, genre j'ai toujours kiffé prendre un peu de risque. Donc moi, la strat c'était vraiment petite time frame, grosse position en fait, voilà, avec des stops serrés, voilà, tu vois. Et donc moi j'ai commencé, donc j'avais environ 2000 balles, quoi, je sais plus exactement, 1000-2000 balles grand max. À l'époque, j'avais tout mis sur BitMEX. Donc du coup moi, ma strat c'était vraiment donc de la petite time frame. Et donc j'ai pris la fonction rewind sur des 5 minutes, 1 minute, 15 minutes. Et ensuite, j'ai avec ma stratégie, mon framework de trading, j'ai backtesté tous les trades et après environ 150-200 trades, j'ai vu que j'étais giga rentable en fait sur la strat. Et donc en tant que guerrier, en tant que mec agressif, j'y vais direct, bam, je fais la strat. Sauf qu'en fait, grosse erreur, deuxième trade, ça c'est ancré, hein, j'ai les mails de liquidation et tout, ça c'est véridique. Je mets ma thune et en fait, je me fais liquider. Parce qu'en gros, j'avais un stop loss genre à 1%, ça a commencé à dump, j'étais en longue, ça a commencé à dump et je me suis dit bon, ça va remonter sur mon entrée et c'est jamais remonté sur mon entrée. Terrifiant. Du coup, je me fais liquider. Voilà, première liquidation au bout de deuxième trade. Mais je me suis dit, bon, Tisma, c'est juste pas la strat qui est fausse. C'est ton risk management qui a fait de la merde. Donc, maintenant, tu redéposes 1000 balles et tu vas faire un risk management beaucoup plus straight. Tu vois, genre vraiment, ton risk management doit être précis. Donc, moi, le end-to-end de ma strat, quand j'ai commencé le trading pendant les 2-3 premières années, c'était x25. Donc, donc en gros, ça me donnait 25 fois le capital que je mettais. C'est-à-dire que je me faisais liquider environ à 3,8%. D'accord? Mais je mettais toujours un stop entre 0,8 et 1% avec un TP à minimum 2%. OK? Et au final, j'avais un très bon win rate qui devait être genre de 65-70 grand minimum. J'ai plus les chiffres exactement, mais j'avais un excellent win rate. Et du coup, en fait, j'ai pu genre x80 ma bankroll avec cette strat. Genre vraiment du scalping 1 minute, 5 minutes. Ouais, en x25. Et en fait, la strat, c'était que du coup, j'étais en x25. Donc, imaginons que j'ai 1000 euros, OK, sur mon compte. Je vais diviser ces 1000 euros en 3 parties. Donc, pour faire simple, on va dire 330, 330, 330. OK. Comme ça, si je me fais liquider une fois, imaginons qu'il y a un cas lunaire où je me fais liquider, je respecte pas mon risk management, il se passe une dinguerie. Je me fais liquider une fois, mais ça veut dire que j'ai encore 330 euros pour refaire la même strat. D'accord. Et en plus de perdre quelques fois, donc quasiment, enfin, je pourrais techniquement tout perdre pour avoir toujours la même espérance de gain pour pouvoir continuer à gagner, même si j'ai 10 trades de perdants d'affilée, d'accord? Ça, c'était ma strat. Donc, comme ça, j'avais une liquidation tampon, si je me faisais liquider et qu'en plus, après, je perdais genre 10 trades, je pouvais encore avoir 330 balles pour avoir la même espérance de gain sur mes trades. Ça, c'était méga important sur la stratégie. Et après, les 330, ils sont devenus beaucoup plus importants. Dès que je faisais un bitcoin de profit, je retirais un bitcoin que j'allais cash out et ensuite, j'allais laisser un bitcoin dessus. Et je faisais que de grind up comme ça, en fait. Ça, c'était vraiment ma strat de base. Voilà. Cette strat, comment tu la trouves, en fait? Enfin, parce que quand t'arrives, t'as que peu d'expérience, tu vois. Est-ce que c'est du fait que ce soit un peu un marché up only ou qu'est-ce qui fait que déjà tu te dis, je vais avoir une strat, je vais la backtester? Pour l'anecdote, du coup, c'était un marché plutôt qui était down only. Parce que moi, j'ai commencé, du coup, en 2010. Généralement, alors, le trading BitMEX. Ouais, le trading BitMEX, en fait, je l'ai commencé genre fin 2017 et en gros, le Bitcoin était genre à 12 000 $ et il s'est pété la gueule à 3 000 $. Donc moi, j'étais en down only en fait pendant cette strat. Donc en plus, j'ai fait x80 sur ma BR. J'ai fait x80 sur ma BR, mais en termes de Bitcoin, j'ai fait beaucoup plus en réalité. Hein. Solide. Ouais, c'était solide. J'étais en down only, moi. J'ai fait que de la thune en down only, genre la première fois. Et du coup, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, j'ai plus de facilité à shorter le marché qu'à le long. Genre le long, j'ai vraiment du mal. Parce que je me dis qu'en spot, je suis déjà tellement exposé que j'ai plus intérêt à le shorter que le long. Genre, c'est assez insane. Ouais, normal, parce que t'as pas envie de tripler encore ton exposition alors que t'es déjà exposé. Tu te dis, genre, au pire des cas, si je perds mon trade,
Bon, Ouais. c'est pas tout le temps vrai, mais au pire des cas, si je perds mon Ça trade, monte. bah en fait, mon spot compense ce que je perds sur ce Exactement, ouais. trade-là d'une certaine manière. Exactement. Donc mentalement, c'est moins. J'ai beaucoup plus de facilité à short le marché qu'à long. Voilà, pour la petite anecdote. Ok. Et donc en fait, comment j'ai trouvé cette stratégie? Donc comme je vous l'ai dit, c'était du backtest court time frame, donc avec des trucs basiques genre RSI, bande de Bollinger. C'était en fait j'avais lu, pour moi c'est la bible d'analyse technique. Tout simplement, si vous voulez comprendre et connaître et voilà comprendre comment ça fonctionne en fait psychologiquement derrière. Moi, j'avais lu Technical Analysis of the Financial Markets de John G. Murphy, qui est un classique qui est un livre classique sur l'analyse technique sur les marchés financiers traditionnels. D'accord? C'est un livre qui date de 1990, si je dis pas de bêtises, un truc genre vieux comme le monde. Mais c'est vraiment le livre que je recommande à tous les débutants de lire pour vous familiariser avec les techniques. Et en fait, de là, tout simplement, j'ai commencé à tester des stratégies que j'avais vues dans le livre, que j'avais vues sur Twitter, sur Discord et tout. Et au fur et à mesure, je me suis fait, à force de regarder les charts pendant plusieurs centaines d'heures, milliers d'heures, en fait, c'est comme un jeu vidéo. Hein. Vous regardez les charts, moi j'ai 3 écrans, donc genre je fais mes dev en général au milieu, où je jouais à l'époque, je jouais beaucoup à Fortnite ou à LoL, etc. Hop, je jouais au milieu. Dès qu'il y avait un trade, j'avais mes charts sur mes 2 autres écrans à côté. J'avais un écran avec les charts et un écran avec l'interface de BitMEX pour passer mes ordres. Là, j'étais en mode putain, là, je vois un trade, je me barricadais sur Fortnite, je passais mon trade et hop, je repartais. Non, c'est trop. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Non. Je te promets. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est 0,20, ma journée, c'était tout le temps ça, genre, je faisais un trade, paf, voilà. Maintenant, avec l'âge, c'est différent. C'est du jamais vu. Ah ouais, non, mais vraiment. Mais moi, maintenant, avec l'âge, du coup, bon, alors, à l'époque, j'avais quoi? J'avais 21 ans, à peu près, plus ou moins, quand j'ai 20, un truc comme ça, 20, 21. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans. En gros, j'ai start fin 2017, là, en 2024, ouais, ça fait 7 ans, quoi. Donc, voilà. Là, j'ai 27, j'ai start à 20 ans. Bref. Et en fait, voilà. Maintenant, avec l'âge, j'ai beaucoup plus de spots, évidemment. Ce qui fait que, j'ai beaucoup moins besoin de trader qu'avant. Avant, je tradais parce que j'étais addict. J'étais en mode, je kiffais de fou, je faisais un max de blé et tout, c'est insane. Un capital de départ, tu vois, genre. Ouais, j'avais rien en fait. Snowball après en spot parce que. Ouais. Enfin, dans l'idée de changer ta vie. Je pense que c'était ça aussi parce que. Moi, l'idée c'est d'être full time crypto et de balancer en spot et de go, tu vois. Qui a déjà changé ta vie. T'as pas intérêt à prendre autant de risques qu'avant parce que. Enfin, genre, tu pourrais te mettre dans une situation qui est inconfortable, quoi. Ouais, exactement. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Donc du coup, mon goal c'était vraiment là en fait je prenais du risque mais qui était maîtrisé parce que mon risk management j'étais rentable voilà jusqu'à ce que je ne sois plus. Mais heureusement j'ai toujours été rentable donc ça a été insane. J'aime bien parler du marché comme parler de méta aussi comme les jeux vidéo. Je pense que ça te parle, je sais pas si ça vous parle sur YouTube mais la méta dans un jeu vidéo c'est la meilleure manière de gagner à un jeu. Donc cette méta, elle va évoluer avec le jeu, avec les mises à jour, parce que les personnages vont être plus ou moins forts en fonction des mises à jour. Et le marché, c'est pareil. C'est facile à partir des outils que tu as à ta disposition, parce que techniquement, tu peux quasiment gagner avec tout, mais c'est la manière la plus facile, la plus optimisée de gagner, donc en déployant le moins d'efforts et de temps, quoi. Voilà, exactement. Et donc moi, en fait, à l'époque, quand j'ai start, c'était le marché était beaucoup plus facile à trader qu'aujourd'hui. Genre les acteurs étaient pas du tout sophistiqués, tu pouvais vraiment exploiter le marché comme never, genre les triangles 0,20 ça marchait de fou, tu voyais un triangle, tu faisais genre 4% sur le breakout, enfin c'était ultra chill. Après tu avais des méta, tu vois, où par exemple tu voyais le triangle qui allait fake breakout pendant genre 2 fois d'affilée, t'étais sûr à 100% que la 3e fois il allait fake breakout aussi. Du coup, tu prenais le contre-pied du triangle, en fait. C'est-à-dire que tu prenais le breakout au cas où il break, tu mettais un stop loss de réintégration super tight, et s'il réintègre, bam, tu t'inverses, tu pars short, et tu prends le fake out, et là, tu te mettais Gucci. Et en fait, c'était ça, en gros. Il faut, comme toujours, il faut se mouiller, tu sais que ton stop loss a genre, 70% de chance d'être hit, et s'il est hit, tu reverses, tu vois. Et en gros, il y a plein de bails comme ça il y avait plein de méta qui ont changé au fur et à mesure des mois et des années, quoi. Mais du coup, ta stratégie trader Fortnite de l'époque, ouais.
elle peut marcher encore aujourd'hui ou elle est totalement dépassée par la nature du marché qui a changé d'une certaine manière? Alors, je pense que le marché, en fait, il est beaucoup moins volatile qu'avant. Donc moi, déjà, en perso, le trading que j'ai fait, il a beaucoup évolué ces dernières années. C'est-à-dire que maintenant, je prends plus de swing quand même, des fois. Genre, avant, mes trades, ils allaient durer, genre, vraiment, littéralement, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, tu vois. Aujourd'hui, la moyenne de mes trades, elle est plus de 3 heures, 4 heures, tu vois. Donc, c'est déjà une augmentation qui est stratosphérique par rapport à avant. Donc la strat Fortnite, je dirais elle marche toujours. La strat Fortnite, c'est juste que tu fais un truc, tu fais autre chose pendant que tu trades, ce qui fait que ça te permet de, t'as tes stop loss, t'as tes trucs, ça te permet de pas avoir à trop regarder en fait, tes trades sur l'instant T. Ça te permet vraiment de te focus sur ton jeu et ton trade, si tu l'as bien analysé, il est placé et point barre, tu vois. Donc ça, c'était le point important en fait de cette stratégie, c'est que ça me permettait de déplacer mon attention sur un autre endroit en fait, voilà, et laisser le trade se dérouler sans y intervenir psychologiquement. Ça, c'était la strat en fait principale, mais ça peut marcher si vous faites autre chose. Après, ouais, vas-y, dis-moi. Ce que tu veux dire en soi, c'est que genre il y a tellement des acteurs qui sont plus avancés maintenant, des algos et des trucs comme ça qui tournent, que en fait ton seul moyen d'échapper à ça, c'est de monter en time frame. Ouais, c'est ça en fait. Et surtout, donc il faut monter en time frame déjà. Des unités de temps qui sont supérieures, quoi. Voilà. Donc en gros, avant j'allais regarder du 1 minute, etc. Maintenant, je trouve que le 1 minute, il est moins value. Je regarde plutôt du 5 minutes, 15 minutes. Et en fait, c'est surtout, alors c'est plus c'est une conséquence des acteurs. Mais c'est surtout une conséquence de la maturation de l'asset, en fait. C'est-à-dire que vu que le Bitcoin maintenant, il est beaucoup, parce que alors, faut savoir que je trade quasiment que le Bitcoin en réalité, sur des grosses positions, quasiment que du Bitcoin. Et maintenant, le Bitcoin est devenu très mature. D'accord? C'est-à-dire que, maintenant, on est sur un asset qui vaut 60 000 balles. Moi, quand je vous parle de l'époque, c'était un asset qui avait, il y avait moins de coins en circulation, et en plus, qui avait moins de capitalisation boursière, et en plus, c'était un asset qui valait 8 000 balles, quoi. Donc, ça avait, la volatilité, il y avait que des retail, il y avait pas d'institutionnels, etc. Ça avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, du coup, la volatilité, t'avais facilement du 5%, 10%, 15% daily. Enfin, c'était normal, tu vois. Donc, t'avais les opportunités de trading tout le temps. Parce que même quand tu as de la volatilité, c'est là où c'est intéressant de trader. Parce que c'est là où ça va toucher des spots. Et en termes de fees, etc., si tu veux t'y retrouver, tu t'y retrouves beaucoup plus facilement sur un move de 5% que sur un move de 1,5%. Parce que tes fees, elles vont aussi jouer en fait, sur ton trading. Quand tu payes des frais, c'est un peu comme si tu payais genre une forme de slippage. Parce qu'en gros, genre tu vas le prix va devoir pousser à un certain point dans ton sens pour compenser les frais que tu vas payer d'entrée et de sortie en réalité. Exactement, ouais. Exactement. Ouais, ça compte comme du slippage, en fait. Après, quand je scalp, j'ai pas des positions suffisamment grosses pour impacter les liquidités des exchanges, donc c'est tranquille. Surtout que j'ai pas mal réduit à l'époque. Je tradais, en gros, quand je scalpais, ça m'arrivait d'avoir des positions à 700 000, 800 000 sur des drops, etc. Je vous avoue que je me suis fait quelques frayeurs aussi à l'époque. Normal, quoi. Il y a des. Genre faut savoir que des trades, genre des trucs où des moments un peu critiques où t'es passé de du rect, genre. Ouais, je suis passé très close. Mais en gros, un des plus gros règles que je me suis pris, en fait, c'était en 2021. Je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, donc Elon Musk avec Tesla, ils ont massivement investi dans le BTC. Et en fait, sauf que faut savoir que Tesla, c'est une entreprise qui subvient à ses besoins majoritairement grâce justement aux subventions américaines. Et en fait, le problème, c'est que à l'époque, le Bitcoin était en pleine polémique justement sur l'utilisation de son énergie. Ce qui a donné lieu en fait à une peur, une réaction craintive de la part d'Elon Musk, qui s'est dit punaise, si je suis trop sur le BTC, à tout moment les États-Unis décident de me couper une partie de mes aides, etc. Pour la transition écologique. Donc il a commencé à dire ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement baisser les réserves Bitcoin et que il faudrait trouver une alternative clean au Bitcoin. Voilà. Ce que tu veux dire juste là, c'est que en gros, il pensait pas ce qu'il disait, c'est juste qu'il avait tellement l'État qui lui remplissait les poches qu'il était obligé de penser ça publiquement, c'est ça? Ouais, je pense qu'il y avait déjà de ça, mais du coup, ce qui fait que surtout moi en tant que trader, ça m'a impacté dans le prix, tu vois. C'est-à-dire que moi, mes stratégies, etc., elles me disent frérot, en gros, le BTC, il avait drop de genre 15%, tu vois. 10%, je sais plus. Et moi, mes indicateurs et tout, mes trucs, ils étaient en mode, frérot, là, c'est un spot de longue, mais genre de folie, genre, c'est insane. Donc, du coup, moi, évidemment, je longue, tu vois.
Et là, bah, genre, ça défie, genre, le prix avec les tweets d'Elon Musk défie la gravité parce que Elon Musk avait beaucoup d'impact à l'époque sur les cryptos. Ça défie la gravité, le prix se turbo-pète la gueule, genre encore de quasi 10% alors qu'on a déjà perdu 15%. Enfin, c'est une des plus grosses scandales, en fait, je crois que c'était mai 2021. C'est une des plus grosses scandales dans l'histoire du BTC, hein. Et en fait, bah, top, en gros. Non. Comment? Ouais, c'était après non, c'était alors c'était au premier top. T'as le premier top en 2021. Ouais, c'était juste après le premier top. Et c'est juste après le premier top. Jusqu'à 30K. Ouais. C'était quand ça a drop à 30K et que ça a fait un triangle là, en daily. Et en gros, bah du coup, moi, j'ai été pris dans ces candles et en fait, bah là, j'avais monté mes sizes parce que c'était un Boris management. Enfin, tout était bon pour rentrer en fait, genre tout était ouvert et j'avais une très grosse position et genre pendant 15 minutes, j'étais genre à moins 60 000 balles de PNL et bah à l'époque, ça me faisait, enfin encore aujourd'hui, ça me ferait chier, tu vois. Et là, ça me faisait chier hardcore parce que en soi, mon trade, il était ok, tu vois. Genre, mais juste quand je pense qu'il est toujours bon, mais c'est juste que genre, enfin, il faut pas que tu mettes en péril. En fait. Parce qu'en gros, moi, le trade, il aurait reverse, je me serais mis super bien si il y avait pas le tweet, tu vois. Là, à partir du moment où il y a le tweet, le marché s'est emballé. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû sortir instant et re-rentrer. Ça, c'était une erreur. Mais j'étais tellement in que j'étais en mode vas-y. Et heureusement, j'avais moins 60 000 de PNL, mais j'avais beaucoup de margin sur mon compte de trading, ce qui faisait que j'ai pas été liquidé, que j'avais de la marge. Donc c'est aussi pour ça que je suis resté. Si j'avais vu que j'allais être liquidé, je serais pas resté dans le trade évidemment. Mais là, vu que j'avais vu que j'avais beaucoup de margin, je me dis ok, bon bah c'est pas grave, voilà. Et au final, c'est remonté. Et là, en gros, pas de chance. Je tradais sur BitMEX à ce moment-là. Et en fait, BitMEX, ils ont toujours été up. Enfin, ils ont un matching engine genre top notch et tout. Et en fait, là, il y a eu le drop a été tellement énervé qu'il y a eu un bug dans le matching engine de BitMEX qui fait qu'ils ont dû halt l'exchange. Et en gros, sur TradingView, je voyais le prix qui remontait au-dessus de mon BE et j'étais en mode putain, je peux pas sortir. Oh, c'était lunaire, enfer. Ouais, et du coup, je pouvais pas sortir et heureusement, en gros, l'exchange, il est pas resté off longtemps, tu vois, il s'est revenu et du coup, j'ai pu sortir genre à moins 5000 balles de perte, tu vois. Donc quand t'es à moins 60 000 balles et que tu fais à moins 5000, je suis en mode vas-y, c'est cadeau les gars, je vous l'offre. Je suis heureux, c'est carré, on sort de ce bourbier là. Faites-vous plaisir les gars, c'est pour moi ce soir. J'avoue. Mais bref, du coup, j'avais trop le seum. Ouais, vraiment, genre, le seul downtime que je tapais sur BitMEX, le moment où j'avais genre une de mes plus grosses pauses underwater. Enfin, bref. Unlucky. Du coup, ça, c'est, donc, genre, tu grindes de malade, genre, en 2018, 2019, avec cette stratégie un peu de scalping. Ouais. Du coup, je suppose que t'en profites pour acheter bien fort le dip en spot. Probablement. Non, même pas trop. En fait, j'ai pas trop acheté. Je t'avoue qu'alors à ce moment-là, j'ai plutôt cramé ma thune. Tellement, tu dois avoir un manque à gagner de baiser. Ouais, mais ça, il faut pas en parler, tu vois. Ça, c'est des choses qu'il faut pas dire. Ça, c'est des trucs, tu vois, j'ai pas ma Rolex, mais genre ma Rolex, je peux te dire qu'elle vaut plus que son prix maintenant, hein, si j'avais gardé, Mais ouais, non, bah clairement. En fait, moi, c'est basé, c'est que du coup, donc je prenais en spot une partie, mais le truc, c'est que j'étudiais à Polytechnique Lausanne, et donc je vivais en Suisse, ce qui faisait que j'avais un train de vie de malade mental. En gros, je payais genre 60 balles de resto par jour. Genre, je bouffais midi et soir au resto. Je vivais comme un roi. On allait à Verbier chez mes potes. On faisait des soirées de malades. Je t'avoue que je me suis acheté ma première caisse, une Audi A3 200 chevaux, donc un truc genre à 40 000 balles. Rolex à 12 000 balles. Vis, toi, hein. Mec, moi je vivais de fou, frère. Bottom, toi. Hein. Ah ouais. Mec, Rolex 12 000 balles. Mec, je me suis acheté tellement de trucs, des PC, des trucs. Enfin, en gros, j'ai flambé de fou, quoi. Et au final, il me restait plus énormément de thunes en 2020, tu vois, quand c'est reparti. J'ai repris le PS, parce que du coup, j'avais fait des pauses un peu de PFL, justement, pour continuer le trading, etc., pour essayer de faire les deux, parce que c'est une école qui est extrêmement demandante, en fait, en termes de cerveau, etc. Donc, j'avais pas le temps de faire du trading et de me coucher à 4 heures, et en plus de travailler, c'était impossible. Donc, j'avais fait des pauses. Et en fait, là, vient le Covid. Et surtout, on drop à 3000. Et là, je vous avoue, j'étais en PS aussi. J'étais en mode, je suis dead, en fait. Genre, le BTC, il va canner, frère. Genre, il se passe un truc, j'en sais rien. Enfin, c'était un truc de ouf. Ceux qui ont vécu ce jour-là, en tout cas, ces heures-là, savent de quoi on parle. J'ai l'impression que, tu vois, il y a les gens qui sont dans le marché et il y a les gens qui sont dans le marché et qui ont vécu cette journée. Ah ouais, non, mais mec, genre, on est passé, en fait, je sais pas, tu vois, genre, même le drop, là, qu'on a vu récemment sur BTC Ether, c'est rien comparé à ce qu'on a vécu. Ah ouais, non, c'est rien, les gars. C'est peanuts, genre, c'est...
même pas vu quoi. Genre, frère, moi j'étais là, j'étais devant la chart, je sais plus, c'était la nuit, je crois. Mec, je voyais la chart, j'étais en mode, genre les candles minutes, elles faisaient moins 5%, frère. L'order book BitMEX, Ouais. la folie. Ils ont alt l'exchange. Non mais mec, moi j'étais en mode, frère, genre les candles minutes, elles prenaient moins 5%. J'étais en mode, mais genre, c'est du jamais vu. Ouais, c'est du jamais vu. Moi je pensais que Bitcoin s'était fait hacker et qu'on savait pas, genre. Honnêtement, moi je me suis dit, il y a un mec qui mint et c'est hacké et genre c'est fini les cryptos, tu vois. Mec, moi j'étais, alors qu'à la base ma strat justement long terme c'était de rebuy à 6000 balles parce que du coup j'étais plus exposé en fait. En gros, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai vendu tous mes BTC quasiment, tout ce qui me restait à 6000 dollars plus ou moins, un truc comme ça, ok, avant le drop des 3000. Ça a drop à 3000 et mon goal c'était de rebuy en fait. Il y avait une tradeline 4 heures, bref, à 3009, etc. Et je devais rebuy genre à 3009, 4000 si on breakait. Et en fait, moi à ce moment-là, donc là je vous raconte ma vie perso, mais en gros j'étais en cours, j'étais en examen à l'EPFL à ce moment-là, au moment du break. Parce qu'à la base je m'étais dit bon, je mets pas d'ordre, comme ça je vais pouvoir manuellement. Et là donc j'étais en examen, je sors, je vois le BTC il a pris genre 20% en une heure. J'étais en mode, mais putain. Et du coup, c'était 20% plus cher. J'étais en mode, mais jamais je in, tu vois. Et au final, c'est monté à 12 000. J'étais out. J'ai été out tout le temps. Genre, toute cette bulle. Est-ce que c'est pas un peu le scénario dans lequel on se trouve maintenant? Où sur BTC ETH, genre, on a une sorte d'énorme chasse. Genre, véritablement, on a sorti 40% de l'open interest. C'est-à-dire que genre, 40% des positions ouvertes, elles ont close. Elles ont été clôturées. Et du coup, genre, là, on a un rebond. Et je me dis, genre, tout le monde se dit, il y a encore beaucoup de gens qui ont des convictions baissières et tout, enfin, ce que j'entends. Ouais. Mais je me dis, est-ce qu'on va pas faire en sorte de les faire courir après le prix, quoi? Ouais. Mais je t'avoue que là, pour la première fois depuis longtemps en crypto, parce que tu vois, avec les ETF, c'était un trade qui était extrêmement simple. Mais alors là, aujourd'hui, j'ai une vision qui est relativement floue du marché. Et c'est aussi, à mon avis, pour ça que le marché, il sait pas où il veut aller, en fait. C'est-à-dire qu'il monte, il drop, il remonte quasiment à TH, il redrop, il remonte. Et en fait, c'est parce que, en gros, il y a un, personne sait, en fait, IMO, où va le BTC. C'est-à-dire que moi, je pense que dans 6 mois ou 1 an, je suis quasiment sûr que le BTC sera plus haut qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est une conviction que j'ai parce que tout simplement, on est dans une méta de marché qui a rien à voir avec ce qu'on a connu auparavant. C'est que maintenant, il y a les ETF, tout simplement. Ça change tout. Les gestionnaires de fortune, ils vont promouvoir du BTC à des wallets qui n'avaient aucun accès avant au BTC, qui n'auraient jamais pensé à acheter du Bitcoin. En fait, il y a tout simplement un achat institutionnel et on le voit de centaines de millions parfois par jour, voire 500 millions par jour, qui n'avaient pas avant. Et ça, c'est des bitcoins qui sont retirés de la circulation et qui ne vont quasiment pas bouger parce que les investisseurs institutionnels, ils ont pas du tout les mêmes habitudes que nous. D'accord? Ils sont pas du tout en mode je vais scalper du 5 minutes, tu vois. Eux, les mecs, ils achètent et ils ont pour habitude d'attendre genre 5 ans, frère. Ils s'en battent les couilles. Enfin, ils vont pas regarder court terme, tu vois. Donc du coup, ils vont attendre 5 ans. C'est une partie de leur folio qui est tellement petite que genre ils peuvent se permettre de justement c'est ça l'intérêt pour eux, c'est que ce soit une petite partie de leur folio, mais qu'ils puissent genre buy and hold, genre une période assez longue pour que ça devienne une partie significative de leur folio, genre 3, 4, 5, Exactement. 6%. Exactement. Moi, pour moi, les institutionnels, ils s'en fichent du prix. Ils sont en mode, ça fait 13 ans que l'asset est haussier, plus. Je m'en fous. Genre, je buy et go, tu vois, genre, point barre. Et du coup, les mecs, en fait, ils buy, ils sont en mode, j'ai une échelle de temps 5 ans. Et c'est ça qui se passe. Donc, ils ont une échelle de temps qui est bien inférieure à la nôtre. Moi, je vous avoue que en termes de capitaux perso, bien supérieur, tu veux dire? Bien supérieur, pardon, excusez-moi, bien supérieur. Et après, en termes de capitaux perso, moi, je vous avoue que je suis perdu. J'ai quand même beaucoup d'expositions, je dirais au moins 50% d'exposition aux crypto. Comme je l'avais déjà dit dans le dernier live avec Boubou, quand on avait fait un live, mon expo a pas vraiment changé. J'ai pas trop buy le dip, j'ai pas trop short le dip. J'étais 1 mois et demi en Europe, donc j'ai pas tradé. Ça m'a fait un bien de maths. Ça fait 7 ans que je suis sur les marchés littéralement tous les jours. En plus, j'ai plus de téléphone, donc j'ai plus TradingView. Là, j'ai plus rien. C'est la hesse. mais mon expo, là, je t'avoue que je suis un peu du perche. C'est juste que d'ici 1 an, je suis persuadé que d'ici 1 an, le BTC sera plus haut qu'aujourd'hui. Plus haut, ouais. Voilà. Mais après, par contre, entre temps, je suis pas sûr de 148 000 ou pas, tu vois. En fait, moi, tout ce que je sais, c'est que si j'avais pas d'exposition spot ou une exposition spot qui est trop faible au marché, je me sentirais mal. C'est tout ce que je sais. Ah oui, il faudrait acheter. Ouais, voilà, bien sûr. Genre, si j'ai une expo spot aussi trop faible, j'aurais trop la mort. 20% en dessous, je pense que, je sais pas, tu vois, genre rien que la gueule du top sur BTC, pour moi, ça ressemble pas à un top. Il y a trop de high à chasser. Là, on a eu un wipe qui est énorme, tu vois, genre on a sorti on a sorti 40% des positions, même peut-être plus à certains moments. Les alts, on est au fond du gouffre, plus personne n'y croit. Ouais.
Et quand on est dans cette phase, tu vois, où genre les gens ne sont pas forcément convaincus que le bottom est in, que les gens ne croient plus du tout aux alts, que les gens ne croient plus du tout à Ether, les gens sont en train de chier sur Ether, sur Twitter, etc. Ouais, ça c'est vrai ça. Je me dis que d'expérience, faut porter ses couilles. Mais après, voilà. Enfin voilà, moi j'incite personne à se mettre en danger. Voilà, il faut être clair par rapport à ça. Mais c'est juste que je sais pas si je suis ultra biaisé ou si c'est juste factuellement quelque chose. Enfin, tu vois, ce genre de chasse, c'est quelque chose qu'on veut absolument voir pour pouvoir se positionner de manière plus sereine sur le marché. Parce que quand t'as pas assez chassé de personnes, tu peux te dire que tu peux avoir justement le genre de mouvement qu'on a subi là. Et j'ai du mal à voir, genre, qu'est-ce qui pourrait nous pousser beaucoup plus bas. Genre, bon, après, il y a le scénario récession américaine, blablabla. Mais, genre, à chaque fois, on nous parle de ça. À chaque fois, on nous parle du Moyen-Orient. À chaque fois, tu vois, à chaque fois, on nous parle de ça. Le S&P a retracé toute la baisse qu'on a eue. Il est relativement proche de son ATH. Genre, j'ai l'impression que dès qu'il y a des raisons rationnelles de peut-être paniquer, juste le marché buy le dip et genre repart plus haut et il y a plein de retail qui se disent, bah, en fait, il y a le Moyen-Orient, en fait, il y a ci, il y a ça, mais genre concrètement, le prix, c'est la chose la plus représentative des convictions des gens en soi. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que, bah, en fait, moi, la peur sur le graphique, je la vois pas, en tout cas, sur le S&P, par exemple. Ouais. Ah non, clairement, bah, ça c'est, en fait, moi je pense que c'est aussi lié, tu vois, au fait que j'ai envoyé un opium qui est magnifique. Bah, moi je vais vous faire un peu de pessimiste alors. Un petit peu pour balancer un peu tout ça. Après, bon, alors juste pour petite parenthèse pour les S&P, etc. Je pense parce que aussi les mecs qui buy, comme on disait, ils ont des time frames qui sont bien supérieurs à la nôtre. Tu vois, ils sont en mode, bah, j'ai plein de thunes à placer. Il faut savoir que les riches s'enrichissent toujours plus. Donc il faut bien qu'ils placent leur thune quelque part. Donc ils vont forcément acheter des indices qui combattent l'inflation en fait, tout simplement. Oui, mais ils peuvent même pas déployer tant de capital que ça. C'est-à-dire que genre, en gros, on est dans un marché qui est relativement fort ou sur buy le dip, etc. Mais on a toujours des taux directeurs qui sont super élevés. Donc ce que ça veut dire, c'est que genre ils ont pas leur capacité d'achat genre au max, au max, tu vois. Donc, de ouf. Mais je pense que du coup, ce qu'on disait, puis Boubou il a mis une charte dessus, c'est qu'en fait, quand il y a le pivot des taux, quand les taux justement recommencent à rebaisser, et en général quand ils commencent à baisser, ils baissent assez vite. En gros, le marché devient baissier à ce moment-là et il repart en mode hausse tout le temps. Ça. Je dis pas que ça n'arrive. Je dis pas que ça n'arrivera pas. Genre, historiquement, c'est arrivé la plupart des fois, mais juste, c'est pas arrivé à chaque fois ça. Tu vois, genre des corrections, genre après, genre. Mais souvent quand même, genre 80% des cas, c'est arrivé. Souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que, genre, dans ma tête, je me dis, tu vois, il peut y avoir. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que, genre, si dans l'esprit des acteurs du marché, on va avoir une baisse de taux et que genre en général on met genre 6 mois à trouver le bottom et donc on a une correction voilà juste après cette baisse de taux. Pourquoi genre on corrige pas déjà maintenant? Ouais, c'est une bonne question. C'est ce que je veux dire? Genre le marché il est censé anticiper ce qui va se passer. Ouais. Et genre il a rien anticipé, genre il a juste une panique avec ce qui s'est passé du côté du Japon avec l'histoire du carry trade et des taux directeurs de la BOJ, mais c'est pour ça que ça me laisse un peu dubitatif. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à rejoindre mon Discord dans lequel tu peux retrouver plus de 10 000 traders actifs. Dans ce Discord, on parle de nombreuses choses, notamment on va tout simplement partager nos analyses, nos graphiques, sur quoi on spécule, les différents airdrops qu'on farm, les news en temps réel qui sont partagées par exemple sur Twitter ou sur différents sites. Enfin bref, c'est vraiment un moyen d'être à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et en plus de ça, sur ce Discord-là, je vais partager tout simplement pas mal de données et pas mal de choses que je surveille personnellement, donc des données qui sont importantes à mes yeux et tout simplement moi personnellement ce que je surveille au quotidien. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi en temps réel de moi ce que je regarde et comment je me positionne dans l'écosystème. D'ailleurs, tu peux retrouver mes performances de 2022 et 2023 sur tous les trades que j'ai partagés gratuitement et publiquement. Donc ici, tu as absolument tout le détail avec les positions disponibles de manière transparente, mes positions actives, mon folio, ainsi que tous les trades que personnellement je prends de mon côté avec le suivi de comment je déplace mon stop loss, comment j'ajuste mon risque, comment je me positionne, etc. J'espère que ça vous plaira. Tout est gratuit. Je vous invite à rejoindre. Tout sera en description, en commentaire épinglé. Et maintenant, place à la vidéo. Donc, ouais, je suis d'accord. Non, alors je pense que c'est des questions compliquées. Alors, je pense que surtout le marché, il va overestimer en fait la baisse des taux. C'est pour ça qu'il dump en fait au final, genre un peu genre en mode sell the news. Tu vois, au final, c'est IMO, c'est un peu ce qui se passe. Mais ouais, j'avoue que moi en finance la tradfish, je commence à m'y intéresser parce que maintenant on vieillit, tu vois, comme toi, j'imagine. Enfin, on en a discuté et tout. Parce qu'aussi on a des thunes à placer, donc on aimerait bien placer hors crypto aussi, tout simplement pour diversifier.
Voilà, en gros, c'est un cercle. Voilà, on arrive dans on va arriver vers la trentaine. Enfin, moi, j'ai 27. T'as quel âge déjà, toi? 27. Ouais. 27, ok. Ouais, bon, on commence à avoir dans la trentaine. Enfin, on diversifie un peu et tout. Arrête. Ouais, c'est. Mais ouais, donc en gros, mais attends, mais juste pour, je voulais faire un petit truc sur ETH aussi, sur la baisse de prix ETH. Alors moi, par exemple, alors contrairement à toi, tu vois, moi j'aime beaucoup moins d'ETH que de BTC. J'ai beaucoup plus de BTC que de TH parce que en gros, même s'il y a un ETF et tout, le truc c'est que j'avais fait un trade, j'avais fait une analyse assez poussée sur pourquoi en fait, donc c'était en quoi? C'était en début d'année 2024. J'étais en mode pourquoi est-ce que ETH il a plus de faiblesse, on va dire, que BTC? Pourquoi il a moins de value capture, tu vois, que BTC? Et en fait, tout simplement parce que ETH, on le voit comme un peu comme de la tech. ETH, tu vois, c'est genre le plus gros réseau décentralisé d'ordinateurs au monde. Ouais, c'est l'App Store Web 3. Ouais, c'est en gros, c'est un Apple Store Web 3, quoi. Et le truc, c'est que il peut être concurrencé, en fait. C'est-à-dire que il se base en fait sur ses caractéristiques techniques. C'est-à-dire que ETH, c'est le boss parce que techniquement parlant, c'est le plus décentralisé, voilà, etc. Il est assez rapide, voilà, blablabla. Le truc, c'est que maintenant, on le voit avec Solana. Solana a explosé ce cycle-là, tout simplement parce que le marché a compris que Solana était ultra sous-évalué par rapport à ETH, alors que Solana avait quasiment les mêmes caractéristiques que ETH, outre le fait qu'il soit moins décentralisé. Parce que faut savoir que Solana, faire tourner un node, c'est compliqué. Mais en termes de use case, Solana est beaucoup plus utilisé aujourd'hui que Ethereum, par exemple. En termes de transactions et tout, c'est insane. Voilà. Donc en fait, si le problème, c'est Ethereum plus les L2, c'est genre on a fait le record de transactions hier. On a fait 13 000 ou 14 millions de transactions hier en une journée sur genre l'écosystème Ethereum. Tu vois, genre c'est quand même gros. Et moi, mon contre-argument à ça, désolé de te couper, mais je pense que c'est assez intéressant, c'est que il faut prendre en compte le moment du cycle dans lequel on est. C'est-à-dire que, genre, Bitcoin, je kiffe, et je pense que dans tous les cas, genre, avoir du Bitcoin, c'est une bonne idée. Ouais. Mais, acheter du Bitcoin à 62-65% de dominance, ça commence à faire chier, quoi. Enfin, moi, je me dis que, genre, au final, tu vois, on a fait quoi? On a fait plus 50, plus 70% sur la dominance, enfin, relatif par rapport au bottom, etc. Il y a beaucoup d'argent qui est rentré dans Bitcoin et beaucoup en prévision des ETF et maintenant qu'il y a des infos, etc. Dans tous les cas, c'est une pression acheteuse. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, pour moi, c'est trop difficile d'être aussi bull BTC maintenant qu'il y a un an. Tu vois. Genre, dans tous les cas, j'ai une conviction haussière et dans tous les cas, si je devais all-in sur une crypto et genre ne plus regarder pendant 5 ans, ce serait Bitcoin. Mais moi, je joue un peu ce phénomène de rotation de capitaux, etc. Et le fait qu'il y ait un extrême pessimisme sur Ethereum, alors que genre d'un point de vue métrique, en soi, je pense que les gens sous-évaluent le truc et que genre c'est la deuxième crypto-monnaie qui a des ETF et que genre il y aura pas de troisième avant un bon moment. Tu vois, genre le mélange de tout ça, je me dis que genre même si genre ça va pas être extraordinaire, dans tous les cas, déjà même d'un point de vue capitalisation, on n'en parlait pas, mais Ether c'est 60 à 70% de capitalisation en moins que BTC. C'est-à-dire que genre même si t'as des inflows et un peu de demande, etc., ça peut aussi vite accélérer. Ouais, ça peut jouer. T'as beaucoup de jetons qui sont bloqués. Tu vois, t'as pas mal de choses qui vont dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que moi, de base, j'aime énormément Solana, etc. Et moi, j'ai pris mon x7, x8 sur ce cycle sur Solana, ce qui est totalement délirant, tu vois, quand y penses. Et c'est pour ça que je commence à repasser un peu plus sur Ether parce que je vois juste trop de pessimisme par rapport aux informations que j'ai. Maintenant, je suis d'accord. Alors maintenant, je suis d'accord. Le trade Solana, il est plus vraiment valable. Enfin, je pense que c'est encore valable en termes de capitalisation, mais il est moins ROI qu'avant. On va pas se mentir. Le trade Solana, il est beaucoup moins intéressant qu'avant. 3x4, tu vois. Imaginons que tu peux faire, allez, genre, les gens vont nous prendre pour des fous, mais je pense qu'on peut encore faire un x2, x3, x4, tu vois, sur un Solana. Solana, Solana, il a combien là? Quand j'y pense sur Ethereum, je me dis la même chose. En vrai. Alors, je pense qu'il y a encore du jus, genre Solana et tout, ils ont du jus. Mais je veux dire, le trade est moins intéressant maintenant. Mais en termes d'Ethereum, tu vois, moi, je reste quand même plus conviction BTC. Après, parce que j'ai pas les mêmes, pour des gens qui nous écoutent, qui ont moins de genre de 104 capitaux, c'est clair que c'est moins intéressant, quoi. Tu vois. Sur 104 capital, soit tu vas chercher de la volatilité en spot, soit tu vas chercher du dérivé, quoi. Ou des vraiment, soit tu vas prendre des paris qui sont un peu plus exotiques sur le spot, soit tu vas essayer de faire donc ce que ça veut dire, c'est genre des large cap, mais genre dans
genre en dessous de BTC Ether, soit tu vas essayer de prendre du levier, quoi, je suppose, pour la plupart des gens. Ouais, de ouf. On aura pas mal parlé de BTC, ETH, Solana. Dans tous les cas, je pense que ça ira nourrir un peu vos réflexions. Je voulais savoir un petit peu plus ce que toi tu fais d'un point de vue indicateur, automatisation de tes stratégies, etc. Parce que j'ai cru comprendre que tu développais pas mal de choses. Donc tout ce qui était donc autour de tes indicateurs, parce que tu nous avais montré en live des indicateurs pour montrer un petit peu la manière dont tu travaillais, pour essayer de peut-être trouver des anomalies de marché ou genre des mouvements un peu irrationnels pour essayer de se positionner. De même, tu m'as dit que tu automatisais des stratégies de trading. Et puis même de l'autre côté, tu me disais que tu regardais peut-être de plus en plus l'order flow. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer? Tu vois, genre tu disais que ton style de trading avait changé. Comment t'opères toi aujourd'hui, par exemple? Alors, donc mon style de trading a un peu changé parce que comme je vous l'ai dit, la volatilité s'est bien asséchée en fait par rapport à quand j'ai commencé. Donc c'est pas on va dire le temps où je reste dans un trade est beaucoup plus long qu'avant. Donc on va le faire de manière on va le faire par point. Alors déjà en point 1, tout ce qui est automatisation indicateur. Alors moi actuellement aujourd'hui, je dirais que je trade de manière semi-automatique, c'est-à-dire que j'ai mon framework et mes indicateurs de trading que j'ai en fait en gros, j'avais ma stratégie sur laquelle je tradais à l'époque. Je l'ai en gros codé, on va dire, de manière statistique pour avoir plutôt que de me voir visuellement trouver des patterns, trouver des trucs qui se ressemblent, changer de time frame, voir ce qui coïncide, etc. Là, j'ai tout en fait. Je me suis facilité la tâche et donc j'ai codé ces indicateurs qui me permettent de voir tout directement sur une seule et même unité de temps. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps tout simplement dans mon analyse. Donc je traite principalement avec ça sur les indicateurs en fait statistiques je vais pas expliquer comment ils fonctionnent parce que c'est la sauce secrète évidemment, mais c'est en gros des algos statistiques principalement d'autocorrélation. Donc il y en a deux, il y en a un ça s'appelle les breakers. Ça va être un algorithme de scalping qui marche très bien quand il y a des gros mouvements de prix. Donc par exemple quand BTC a drop, quand j'ai mis un tweet que je vais long à 48 700 ou 49 700, je sais plus. Ça, c'est parce que j'avais mes indicateurs de justement mon breaker qui me disait 49 700, c'est genre le spot méga opti de long, en fait. Voilà. Quand j'ai mis sur Twitter que je longuais le rebond et tout, c'était l'algo qui disait ça. Voilà. Donc, maintenant, en fait, ça m'évite j'appelle ça du semi-automatique parce que je vais toujours passer l'ordre manuellement, mais en fait, les algos, ils indiquent en fait, donc, en gros, de ce que je comprends, ton indicateur te permet d'une certaine manière de visualiser tes entrées et potentiellement tes sorties, mais l'exécution du trade se fait manuellement. Donc, se fait manuellement, c'est moi qui l'a fait. En mode humain qui te permet tu vois, d'être sûr et d'être sûr d'être raccord avec ton indicateur. Exactement. Et voilà, d'ajuster peut-être ton risque en fonction de ça. Et peut-être, tu vois, peut-être que l'indicateur n'inclut pas des données externes comme Exactement. Genre du fonda, tu vois, genre de la news, des choses un peu extérieures. Et ça, c'est un problème. Justement, j'avais essayé de l'automatiser, donc j'ai pas mal taffé dessus. Alors moi, je travaille en partenariat avec une boîte qui s'appelle Runbot, super cool d'ailleurs. Et en fait, donc eux, ils ont fait un système à la Krill qui permet donc tu sais, je t'en avais parlé à Dubaï, de débloquer, de créer en fait tes indicateurs, enfin pas des indicateurs, mais tes bots de trading qui sont connectés à n'importe quel exchange avec ultra poussé, avec en gros, tu peux tout custom, genre tout, tu peux custom. La time frame, l'indicateur, il y a 1 milliard d'indicateurs dessus. Enfin bref, c'est insane. Et en fait, donc moi j'avais automatisé ma strat, j'ai bossé pendant au moins 6-7 mois dessus. J'ai fait ce qu'on appelle des front tests, c'est-à-dire qu'à chaque fois je lance la strat en temps réel pour être sûr qu'elle fonctionne en temps réel, etc. Ensuite, si c'est pas le cas, donc j'attends 2 mois, tu vois. Donc ensuite, si je vois qu'au bout de 2 mois elle fonctionne pas, je dois la reprendre, parce qu'en fait quand tu vas développer une stratégie, il faut, quand tu fais du machine learning, quand tu fais un artificiel, etc., il faut surtout pas que tu fasses de l'overfitting, on appelle. C'est-à-dire que tu utilises trop les stratégies, les données passées pour qu'en fait ton modèle en fait soit trop, il concorde trop avec ces données passées. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vas les mettre sur le données futures, elle marche pas en fait. Ce que je veux dire, c'est que genre backtester ce qui s'est passé, enfin backtester ta stratégie sur 2016-2017 n'a plus aucun sens, et donc peut-être que tu vas backtester genre jusqu'à peut-être 2020-2021, mais genre avant c'est trop old, et c'est ce qu'on disait, genre le price action, la manière dont le prix bouge notamment sur certaines timeframes a changé, et du coup de ce fait-là t'as pas envie d'impacter genre la performance de ta stratégie, et peut-être que cette stratégie était bonne avant mais moins bonne aujourd'hui, et du coup tu vas faire une stratégie qui est meilleure aujourd'hui et peut-être moins bonne avant. Alors du coup il y a deux choses, donc il y a l'overfitting dont je parlais justement avant, qui est en fait de
développer sa strat trop proche de la réalité sur les données antérieures. Et ensuite, il y a le deuxième aspect, c'est du coup l'aspect dont tu parlais là maintenant, c'est le changement de méta. En fait, c'est-à-dire que le marché a beaucoup évolué depuis 2017 et ce qui marchait en 2017 ne marche plus nécessairement aujourd'hui parce que la volatilité a changé, les acteurs ont changé et en fait, il faut savoir que le marché il évolue selon la pensée des acteurs à l'instant T en fait. Donc si il y a que des cinquantenaires sur le marché ou que des petits jeunes de 20 ans, ça a rien à voir. Genre la stratégie n'est pas la même en fait. Faut se rendre compte de ça. Et donc le problème c'est que moi ce que j'ai eu comme problème c'est que du coup j'ai pris beaucoup de temps à développer en full perso, en full automatique avec mes indicateurs etc. En backtestant beaucoup et tout. Donc ça m'a permis d'améliorer mes stratégies etc. en perso. Mais par contre en termes d'automatisation je suis rencontré pas mal de problèmes. C'est-à-dire que j'ai été très profitable pendant, je dirais, 4-5 mois. C'était une bonne profitabilité, je dirais, hauteur de 5% par mois, etc. Donc, ce qui est très, très bien. Par contre, après, je dirais 5-6 mois, il y a eu donc ces ETF qui sont sortis. Et ensuite, ma profitabilité, elle a drop fortement dans la négativité, tu vois. Et le problème de l'algo trading, c'est pas en fait de savoir où mettre ton stop parce que ton stop on sait où le mettre. Le problème en fait c'est justement de savoir quand est-ce que tu arrêtes ou non ton bot. À partir de quel moment est-ce que il concorde à partir de quel moment les performances ne concordent-elles plus avec ce que tu as imaginé en théorie dans les backtests dans les dernières années. Et ça c'est la grosse difficulté et je m'y suis heurté de plein fouet donc ça faisait genre 7 mois 8 mois que je développais tout ça. Et après, avec le changement des ETF, les order flow que j'utilisais, les indicateurs d'order flow, etc., ne fonctionnaient plus. Genre, les order flow ont complètement changé. Genre, comment? Tu regardes quoi, l'open interest? Est-ce que tu regardes Alors, en gros, l'indicateur order flow, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder, par exemple, ça, c'est un truc qui marche très, très bien, surtout en petit time frame. Il va regarder, en fait, les buy et les sell en petit time frame en termes de pourcentage. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as une bougie 5 minutes, il va dire genre, que dans la bougie 5 minutes, il y a 60% de mecs qui ont market buy et 40% de mecs qui ont market sell, tu vois. Et en gros, tu pouvais fine-tune les indicateurs. Donc, Runbot, ils ont des modèles de machine learning, etc., où tu peux fine-tune les paramètres, justement, là-dessus. Et après, pour éviter l'overfitting dont je parlais, faire du front testing, etc., sur d'autres valeurs. Enfin, bref. Et j'avais des très, très bons résultats. En réel, ça marchait très bien jusqu'au moment où il y a eu les ETF. Et là, ça rebalance, en fait, l'order flow. L'order flow, l'indicateur ne marchait plus. Genre, ce que je veux dire, littéralement. c'est que la manière dont les gens tradaient ou genre a changé en fait. La manière dont exactement. Ce qui se passait dans l'order book, en fait, les order flow de market étaient exécutés changeait. Donc genre c'était plus les mêmes proportions, c'était plus les mêmes comportements, etc. Exactement, ouais. La manière d'exécution ne fonctionnait plus en fait. La manière qui était genre quelle est vraiment la différence d'un point de vue order flow que tu as vu, genre quel était le point A, quel était le point B d'un point de vue purement de données? J'avoue que en fait, le truc, c'est que je saurais pas dire pourquoi est-ce que ça marche plus ou pourquoi ça a changé drastiquement avec l'ETF. Je dirais probablement parce que en termes de market making, les market makers qui avaient des strats, ils ont dû s'adapter justement au changement des ETF parce que du coup, Coinbase est devenu un leading exchange via les ETF, ce qui n'est pas du tout le cas avant. Donc tous les institutionnels passaient par Coinbase, ce qui fait que du coup les inventaires ils ont dû être bien rebalance par rapport à Bybit, par rapport aux autres exchanges, Binance, etc. qu'on suivait, etc. Donc ça veut dire que l'order flow, vu qu'il détecte vraiment, c'est des pourcentages très minimes, c'est-à-dire que ça va être genre à 63%, entre 63% et 55% tu buy et pour faire très très simple. Hein. Et genre entre 49% de sell et 52% de sell, tu vends, tu vois. Et le truc, c'est que du coup, vu que ces métriques ont été changées parce que le market making a dû être changé, etc. derrière, etc. Ce qui fait que du coup, au final, les dots, en fait, les points, ne fonctionnaient plus. Et l'order flow, j'ai essayé de retrouver avec les modèles de ML, etc. Des order flow avec les bonnes statistiques. Mais malheureusement, j'ai pas suffisamment retrouvé de trucs. Donc là, ça fait un bout de temps que je fais que du on va dire du semi-automatique, parce que du coup, parce que le dev de Runbot, etc., ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à chercher, beaucoup de trucs à tester, et je préfère me focus sur d'autres choses. Là, notamment, je fais du dev, je monte une boîte, j'ai une boîte et tout, etc. à côté. Donc, je préfère me focus sur des trucs qui me font plus kiffer que d'essayer de trouver une strat de bot toute la journée sur Runbot, quoi. Voilà. Donc, c'est des questions de priorité perso, quoi. D'un point de vue automatisation des stratégies, création de bots, etc. Ouais. Par quoi un débutant, tu vois, devrait commencer, tu vois? Parce que moi, typiquement, c'est quelque chose sur lequel je me penche en ce moment, etc. Pour un peu
avoir une sorte de framework et genre automatiser la détection de certains signaux ou au moins comprendre genre ce que pense mon framework pour derrière genre exécuter plus rapidement etc. Par quoi commencer? Comment s'intéresser un petit peu à ce domaine-là et comment s'y mettre quoi? Ouais, alors très bonne question. Alors moi je dirais unanimement Runbot tout simplement, parce qu'en gros c'est comme dit, c'est un outil qui est gratuit de base. Si tu veux vraiment approfondir le truc, tu vas devoir payer évidemment, tu as des systèmes de crédit, mais sinon c'est gratuit. Tu as tous les indicateurs TradingView, d'accord? Et tu peux vraiment, genre le mieux pour commencer, c'est de te faire des stratégies avec ce qui fonctionne, ce que tu as des idées, etc. Ou même de tester des trucs. Tu as des instances de backtest. Tu vas pouvoir tester sur 3 mois, 3 ans, etc. La stratégie. Tu vas pouvoir donner tes signaux de trading avec des ordres limites, des ordres. Mais il y a ça peut être extrêmement compliqué. Il y a un mode advanced et un mode beginner, genre. Voilà. Donc tu peux vraiment choisir ce que tu veux display ou pas sur l'interface. Et en fait, soit tu peux le faire sur un bot Discord. Genre le bot Discord, il va te dire ok, là il y a un signal, donc tu peux faire du semi-auto. En mode là, il y a un signal d'achat avec ta strat. Ou alors, tu peux faire un truc vraiment full automatique où tu vas le brancher sur ton exchange et il va acheter pour toi et vendre pour toi, tu vois. Ou même, tu peux aussi faire du t'as un autre système aussi. Par exemple, il y a un système qui est trop chiant dans la vie réelle, c'est que des fois, tu veux dire, ok, imagine je suis en longue et si le support pète, je me casse, d'accord. Sauf que des fois, ça arrive que ça mèche juste au-dessus du support et que ça reparte en V, tu vois. Et Runbot, par exemple, ils ont une feature qui va te permettre justement de dropper en V. Si ça drop en V et que ça se fait rebuy direct, tu vas pas SL, tu vois. Runbot, il va monitor en temps réel. Genre, tu peux dire combien de temps il reste sous ce prix-là, par exemple. Voilà. Tu lui dis, par exemple, si la bougie 5 minutes, elle close sous le support, là, tu ditches la position, tu vois. Tu sors de la position. Par contre, si la bougie, elle réintègre le support, là, tu restes. Et du coup, ça t'évite de te faire mécher comme une merde, tu vois. Donc, il y a plein de systèmes comme ça où tu peux semi-automatiser ton trading. Enfin, il y a plein de trucs. Ça, c'est plus l'outil en lui-même, mais en termes de pistes de réflexion, genre par quoi commencer? Piste de réflexion, ouais. Alors, il y a 2 pistes de réflexion. Il y a la première piste, ça va être, comme je disais, tu prends une technique qui fonctionne déjà, que tu as déjà l'habitude de mettre en place, genre avec, je sais pas, les indicateurs classiques du RSI. En termes de prix, tu peux avoir plein de patterns, etc. Et sinon, ça c'est la première piste. Et donc, tu vas la backtester et tu vas voir ce qui fonctionne ou pas. Et ensuite, en deuxième piste, tu peux tester plein d'indicateurs. Mais alors là, c'est plus du brute force et tu vas essayer de trouver la strat qui fonctionne. Voilà. Et là, il faut faire attention à l'overfitting à ce moment-là. Il faut justement pas donc il va falloir bien tester. Genre par exemple, si tu fais du backtest, tu vas backtester jusqu'à, jusqu'à mai, genre 3 ans jusqu'à mai 2024, et de mai à août, tu vas tester ta stratégie en live. Enfin pas en live, mais tu vas la tester sur les autres valeurs sur lesquelles tu l'as pas entraînée, et tu vas voir les performances qu'elle te sort. Tu vois. Donc en termes, il y a vraiment deux, genre pré-ETF, post-ETF quoi. Ouais, alors même sans parler d'ETF, juste en parlant pure technique pour faire de ce genre de développement de stratégie automatique, c'est qu'en fait, quand tu vas trouver ta stratégie, tu vas la backtester. Donc, tu vas dire, OK, j'ai plus 15% mensuel, j'en sais rien, je dis au pif, 15% mensuel depuis 3 ans. Avant de la mettre en réel, tu vas t'assurer que sur des données sur lesquelles tu ne l'as pas entraînée, elle fait aussi 15% par mois, tu vois. Donc, en gros, c'est pour ça que je prends genre mai à août comme des mois blancs où il y a jamais rien eu, tu n'as pas entraîné ta stratégie. C'est pour éviter l'overfitting, on appelle ça. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Comment tu places un stop genre sur une stratégie qui est automatisée? Parce que tu vois, tu parlais du fait que genre si on clôture sous support, à ce moment-là je cut, mais voilà, et genre imaginons genre tu clôtures genre 10% en dessous du support. Enfin, tu vois, genre comment tu gères ton risque dans ces cas-là? Est-ce que tu as genre des sortes de pare-feu Il y a plusieurs moyens. T'empêchent d'avoir, tu vois, genre des exceptions comme ça? Comment toi tu gères ça personnellement? Il y a plusieurs moyens. Alors il y a soit le hard stop. D'accord, donc là c'est des trucs que vous pouvez backtester. Alors moi perso je n'utilise pas parce que du coup je suis toujours quasiment devant le PC quand je prends un trade. C'est très rare que je garde des trades overnight et tout. Moi comme je dis c'est vraiment du scalping. Voilà, même si mes trades durent 3 heures maintenant en moyenne, ça reste quand même du day trading, tu vois. Mais donc du coup ce que vous pouvez faire, par exemple, je prends un exemple au pif,
Si vous utilisez la feature, par exemple, qui vous permet justement de sortir en cas de close de la bougie 5 minutes, par exemple, sous le support, bah, en plus de cette close, vous pouvez avoir une autre close. Si, par exemple, le prix drop de genre 1,5%, bah alors là, vous cuttez quand même. Tu vois, genre, tu peux avoir un hard stop ou tu peux avoir même des conditions sur d'autres indicateurs ou d'autres d'autres évolutions de prix qui vont hard stop, tu vois. Donc en gros, si ça mèche, ça va pas hard stop, mais si ça mèche pas et que ça commence à dump un peu plus genre d'1%, dans tous les cas, bah ça va pas V-bottom, hein, parce que ça dump de plus de X% sous le truc, ça va jamais V-bottom quasiment. Donc dans ce cas-là, vous faites un hard stop et point barre. Tu peux cumuler des dizaines de signaux, même des centaines de signaux si tu veux. Genre c'est en fait il y a pas de limite. C'est juste le temps que vous vouliez accorder. Plein de conditions et qui s'exécutent en fonction de ce que tu as décidé. Et en fait c'est ça. Et ça c'est donc quand vous utilisez la deuxième technique, c'est-à-dire vous avez une technique que vous ne savez pas, si vous n'avez pas vraiment de technique au préalable de trading, ce que vous allez utiliser c'est cette technique, c'est-à-dire de brute forcer. Vous allez prendre par exemple un RSI, des MACD, etc. Vous allez backtester antérieurement plein de différentes possibilités ou de signaux. Vous allez rajouter plein de signaux d'achat, voilà, XY, etc. Et ensuite, vous allez backtester, vous allez voir qu'au fur et à mesure de vos backtests, vous allez trouver des stratégies qui sont de mieux en mieux et après, vous allez les essayer en réel. Et au fur et à mesure, vous allez peut-être trouver des stratégies qui fonctionnent comme ça, tu vois. Comment toi, t'expliques que c'est aussi peu développé d'une certaine manière en France ou tu vois, genre que les influenceurs ou que genre les traders publics, genre ne fassent pas vraiment ça ou en parlent moins? Est-ce que c'est genre trop difficile? Est-ce que c'est, enfin, tu vois, comment toi, tu l'expliques? Alors il y a plusieurs points. Je pense qu'en fait déjà tout ce qui est institutionnel, donc les gens qui font du trading haute fréquence, donc du scalping, on va dire, voilà, ils utilisent des moyens technologiques avancés, donc ils vont utiliser donc souvent des ordinateurs, des serveurs qui sont proches des serveurs des exchanges pour avoir moins de latence, pour être plus rapide dans les order books. Voilà, et eux ils vont scalper, ils vont souvent, vu qu'ils auront beaucoup de volume, ils vont avoir des accords avec les exchanges pour avoir pas de frais ou très peu de frais, ce qui leur permet en fait de faire des mouvements très rapides. Ils vont souvent trouver des stratégies qui sont statistiquement avantageuses, ok, et après ils vont avoir des mecs qui sont très bons en fondamentaux, et donc ils ont leurs solutions, elles sont custom toujours, c'est-à-dire que t'as des bases open source qui vont te permettre de faire X ou Y sur un exchange, mais ensuite tout ce qui va être algo, ça va être en général custom, et c'est souvent des trucs de statistiques avancées avec par exemple qu'est-ce que je pourrais dire, il y a pas mal de mecs sur Twitter, dont QuantArb par exemple, @QuantArb sur Twitter, qui partagent beaucoup de choses en fait, voilà, sur le trading haute fréquence, etc. En crypto. Et voilà, eux ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient d'avoir des avantages techniques, etc. sur les gens. Alors après, en termes d'influenceurs, etc., je dirais que il y a deux types d'influenceurs. Il y a les influenceurs qui gagnent de l'argent, voilà, en trading, genre High Stake Capital par exemple, en parlant d'un Français le plus connu. Lui, comme il dit lui-même, il s'en bat les couilles. Lui, c'est un mec qui scalpe pas. Il va juste, quand il va avoir un gros dump, il va press buy button et il va attendre que ça remonte. Genre littéralement, c'est ce que High Stake fait. Genre, il va essayer de sentir vite fait le marché. Dès que ça dump, il buy. Genre honnêtement, en fait le truc c'est que High Stake, High Stake, moi le problème de trading c'est que je me dis toujours, alors j'aimerais tellement savoir, alors j'ai des potes qui le connaissent IRL, tu vois, mais j'aimerais tellement savoir genre comment il place ses stops, tu vois. Genre comment est-ce qu'il invalide ses trades, parce que ses trades en fait, quand il les met par exemple sur de la haute time frame, il a raison, tu vois, mais jusqu'à où il est prêt d'avoir tort pour avoir raison après. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qui me fascine. Je me dis, mais gros, comment tu fais? Parce que en trading, tu peux faire 1000 trades gagnants. Genre, tu peux faire 1000 trades de fou malade, genre un truc de ouf. Et au final, c'est ton millième trade faire tellement de la merde que tu perds tellement de thunes par rapport à tes 1000 si trades. Toi, tu dis que tu regardes pas les graphiques, du coup, c'est quoi ton invalidation? Ouais, genre parce que son invalidation, elle est mentale, elle est psychologique en mode, bah mon invalidation, elle est en mode parce que si sa thèse c'est que les ETF, je dis de la merde, mais imagine sa thèse c'est les ETF vont exploser, tu vois. Et du coup, bah en fait, à partir de quel moment où t'invalides la thèse, genre après combien de mois, à partir de combien de semaines, enfin, c'est impossible à invalider. Et en fait, j'aimerais bien savoir genre comment est-ce qu'il invalide. Je pense que le truc le plus logique que je vois, c'est qu'il a une invalidation sur son capital en mode genre s'il passe sous genre 300 millions, il stop tout, tu vois. Ouais. Ouais, mais je pense que lui c'est plus ouais, je sais pas.
Mais c'est dur, tu vois. Et moi, en fait, quand j'ai vécu alors à ma faible échelle, hein, parce que je suis une goutte d'eau par rapport à Hightech, mais je veux dire, tu vois, par exemple, à mon échelle, quand j'étais convaincu que c'était un bon trade, mais pendant un bout de temps, j'étais à moins 60 000 balles, frère, j'étais en mode, ça fait suer, tu vois. Enfin bref, et surtout, j'avais pas les capitaux de maintenant, tu vois. Ouais. Donc, ça faisait suer. Donc je me dis, putain, mais comment lui, il invalide? Il suffit de un trade faire de la merde, genre. Il est trop Voilà. fou. C'est la seule explication. Voilà. Et les deuxièmes types d'influenceurs, c'est les influenceurs qui gagnent pas vraiment d'argent avec le trading, voilà, c'est tout. Et du coup, les mecs, comment tu veux trouver une strat gagnante, on va dire, sachant que ça prend énormément de temps à trouver une strat gagnante. Genre vraiment trouver une strat gagnante, ça prend du temps de ouf. Moi, quand j'ai trouvé je suis expert, on va dire, expert, je suis trader chevronné, tu vois, ça m'a pris 7 mois à avoir une strat rentable. Putain, quand je me dis un trader lambda, donc c'est pas évident, tu vois. Mais c'est un peu, faut le voir un peu comme du gaming. Ouais, faut le voir un peu comme t'as une strat que tu vois un petit peu et tu testes des trucs. En vrai, c'est fun, tu vois, c'est marrant, tu testes, tu backtestes, tout ça, t'as vraiment les strats, t'as les stats véridiques en fait. Ça c'est cool. En fait, sinon c'est galère. C'est pas compliqué, surtout quand tu montes en time frame. Le plus difficile, ça doit être d'optimiser et de chercher genre toujours plus extraire le plus possible avec genre des mini conditions supplémentaires, je suppose, non? Ouais. Sur la manière dont tu gères ton moi, j'avoue que je suis pas un expert au time frame. Genre vraiment, comme dit, moi c'est vraiment la petite time frame. Genre des strats, genre il y a vraiment des strats simples, quoi. Enfin, ouais. Genre, de toute façon, en fait, les grosses time frames, c'est plus du fondamental. Genre les ETF, frère. Moi, il y avait un trade obvious de fou. C'était quand on était à 27K et que il y a l'interne de Coindesk qui s'est chié et qui a balancé ETF approval. Et là, le marché, il a pris 10% et il a full retrace. Mais là, mec, c'était le long le plus easy de ma vie, frère, que j'ai fait. Parce que, mec, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, il se rend compte à quel point il est sous-positionné par rapport à l'ETF approval. Et l'ETF approval, on est sûr à 95% qu'il arrive sur BTC, tu vois. Donc, du coup, et c'était genre sous la deadline, c'était 6 mois, tu vois. Donc, quand tu sais que le BTC, il a juste pump de 10% parce que le marché s'est rendu compte qu'il était mal positionné et que là, on se fait rebuy. Enfin, et que là, on redump direct. Là, j'étais en mode, c'est un market buy. Ouais. Et en fait, alors là où j'ai douté, moi, perso, ça n'arrive quasiment jamais, ouais. Ouais, c'est ça. Là où j'ai un petit peu douté, moi, c'était à 47 000. Je me suis dit, est-ce qu'on a vu le top pour la prochaine année, tu vois, les 2 prochaines années. Là, j'avais eu un doute. J'étais en mode, ok, est-ce que les ETF vont pas marquer le top? Voilà. Et ensuite, à genre 40 000, j'ai remis un tweet en mode, là, je pense qu'on a sous-vendu le marché. Mais j'ai long, du coup, le break à 43 000. Du coup, on a accumulé, j'ai long à 43 000. Mais par contre, j'ai pas gardé. J'ai gardé genre jusqu'à la première consolidation. Et en fait, tout le move de 52 000 à 63 000, j'étais pas in en termes de swing. C'est ce que j'ai ride le mieux, honnêtement. Enfin, j'étais en spot, quoi, mais... Ouais. Et du coup, répartition entre spot et trading aujourd'hui? Je dirais que trading, c'est peut-être genre 10% de mon capital maintenant par rapport à mon spot. Mon spot, c'est genre 90%, que ce soit du fiat ou du BTC ou de l'ETH ou de la crypto, c'est genre... Parce que t'as moins de temps en ce moment, ou pourquoi t'expliques que... Enfin, comment t'expliques que genre le trading, ça a pris de moins en moins une partie importante? Je dirais que, en fait, c'est parce que tout simplement, j'ai plus de capitaux, donc j'ai pas besoin de trader pour vivre, en fait. Avant, je devais trader pour justifier ma profession. Maintenant, j'ai plus besoin de trader en fait pour justifier ma profession. C'est-à-dire que je suis full-time crypto, je gère en fait du patrimoine, on va dire. Ouais. Le patrimoine. Ouais, en fait, ça, je gère mon patrimoine à moi, voilà. Et surtout, en fait, de manière pérenne, je me dis que j'ai pas envie de faire du trading genre à 35 ans avec 2 gosses, une femme, tu vois. Voilà. Parce que le scalping court time frame, j'aime bien, mais genre j'aimerais bien genre plutôt avoir genre 20K passifs de mes boîtes, tu vois. Ouais. Voilà. Donc 3e point aussi en crypto, moi donc comme je t'ai dit, ça fait 7 ans que je suis là et on avait on va dire des espérances, des espoirs que ça révolutionne le monde, etc. Et au final, on se rend compte plus on avance que les cryptos, ça va être un truc en plus, mais pas, ça va pas révolutionner la vie de tout le monde, enfin du coup, en gros, l'écosystème, je me saoule un peu en sens où j'ai pas envie de faire que full time des cryptos maintenant, tu vois. J'ai envie de faire monter des business qui sont hors crypto, qui touchent la vie des gens, même perso, même sans parler de crypto, mais d'avoir des business qui sont pas que dans le cloud, même où il y a un peu plus de business development, tu vois, où tu vois des gens, tu discutes, tu aides les gens en fait tout simplement. Et en fait, au final, c'est quoi? C'est d'avoir un peu plus de se sentir un peu plus utile à la société, tu vois, parce que c'est trop bien, j'adore faire du scalping sur mon ordi, faire de la thune,
c'est génial, genre t'es en mode waouh, je suis un boss, tu vois. Mais il y a des moments où genre il y a des jours où tu te prends des tôles, il y a des jours où tu te dis mais à quoi je sers en fait, genre je suis là, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça quand j'aurai des enfants, une femme et tout, enfin ça va me casser les couilles, tu vois. J'ai envie d'être utile, tu vois. Et en gros, il y a un peu de ça, de ce côté-là qui me manque. C'est pour ça que je me focus de fou sur le dev aussi, parce qu'en fait, quand tu sais dev, donc là, ça fait quand même longtemps que je dev maintenant. Quand tu sais dev, t'es vraiment chaud en fait. Genre quand tu sais dev, t'as juste besoin d'avoir du temps et c'est parti, tu vois. Genre tu peux faire ce que tu veux, tu peux lancer n'importe quelle plateforme. T'as une idée, tu fais l'étude de marché, tu connais les bonnes personnes, baf, tu peux lancer une plateforme. Des trucs qui vaudraient genre 20 000 balles, tu peux le lancer en un mois de ton esprit super vite. Donc tu peux itérer super vite et au final, tu sais, quand tu lances 10 pièces, on a forcément 2 ou 3 qui vont retomber du bon côté, tu vois. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je me détache un peu des cryptos. Enfin, je me détache pas vraiment, je reste toujours dedans, tu vois, mais j'apprécie faire des business autres que full-time crypto. Voilà. Je comprends entièrement honnêtement parce que je suis un peu aussi dans ces mêmes réflexions-là. Et tu vois, je pense que le fait, tu vois, par exemple, d'avoir un média et pas mal de trucs à côté, ça m'aide aussi à genre me sentir utile et à genre me changer les idées même un peu en dehors du trading, même si ça peut rester dans la crypto. Ouais. Je pense que comme tu disais, on avait beaucoup d'espoir, etc. Je pense que on a raison d'avoir genre beaucoup d'espoir. Je pense qu'on a peut-être surestimé genre à quel point on allait changer les choses sur des lobbies bancaires qui sont là depuis tellement longtemps et qui s'apparentent à des cartels en réalité. Ouais. Donc enfin genre c'est pas des trucs que tu changes facilement. Je pense que ce qui va vraiment peut-être faire changer les choses, c'est le changement de génération. C'est le fait que genre tous les mecs qui ont plus de 50 piges là actuellement et qui sont en col blanc et qui sont dans la finance, globalement ils crèvent. Enfin, ouais, exactement. C'est vrai, c'est réel. Mais c'est juste, tu vois, c'est la mentalité qui évolue, tu vois. Et tant que ces gens sont au pouvoir, la majorité d'entre eux voudront pas s'adapter, à part si on est tellement fort que genre on les force d'une certaine manière. Et on commence à voir ce mouvement dans une certaine mesure, mais c'est encore minuscule. Donc, je pense que Bitcoin, enfin, moi j'y crois encore plus maintenant qu'avant, tu vois. Dans une certaine manière, en tout cas, enfin, je pense qu'on se rapproche de quelque chose qui est de plus en plus avancé, qui fonctionne de plus en plus, potentiellement de nouvelles innovations, etc. dessus. Après, philosophiquement, est-ce que on se détache de ce que Satoshi avait en tête potentiellement? Mais après, tu vois, c'est open source software, tu vois, genre, et c'est permissionless, tu vois, genre, n'importe qui peut prendre cette technologie et en faire quelque chose. Donc pas forcément ce qu'on avait envie de voir, mais tu vois, et genre c'est un peu la même chose que ce qu'on voit sur les meme coins. Est-ce que de base on avait créé la blockchain et les cryptos pour en arriver à des putains de meme coins? Je suis pas sûr. Donc je suis un peu déçu de l'écosystème sur plein de points. Mais je pense qu'il faut prendre du recul et regarder à quel point, tu vois, quand même, Bitcoin, Ethereum, c'est en train de changer des choses qui sont assez ancrées, tu vois, dans la société. Ouais. Non, ça, je suis d'accord. Et un autre point qui me semble assez important, c'est que je pense qu'il faut pas s'intéresser qu'aux cryptos, parce que le fait de s'intéresser à autre chose que les cryptos, ça fera maturer ta réflexion sur les cryptos. Ouais, c'est possible. Dans le sens où on est un peu en mode comme des gogoles, tu vois, typiquement sur les altcoins, etc. Or, si tu t'intéresses un peu plus à la TradFi, à la bourse, sur tout ce qui est finance traditionnelle, les actions, tu vois, les dividendes, genre tous ces trucs-là, en fait, je pense que on se serait rendu compte beaucoup plus rapidement qu'il y avait des choses qui n'avaient aucune valeur, et par contre des choses qui aujourd'hui sont peut-être sous-estimées. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est hyper important d'avoir un esprit qui est très ouvert, parce que peut-être qu'on trouvera des choses qui sont intéressantes là-bas, qu'on voudra faire dans la crypto. Ou peut-être que ça nous fera évoluer d'une certaine manière notre pensée sur l'écosystème. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est un petit peu cette réflexion que j'ai. Voilà, genre en fait, avec tout ce qu'on voit en ce moment, je t'avoue, dans cette période un petit peu de correction sur le marché, c'est facile d'être pessimiste. Ouais, de ouf, c'est plus ça d'être pessimiste. En général, on se fait laver le cerveau instantanément quand on fait un nouvel ATH. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier, et à quel point les choses bougent vite en crypto. Ouais. Non, je suis d'accord. Mais en fait, en une semaine, l'écosystème peut changer. Ouais. Mais en fait, du coup, moi, c'est même pas une question. Ouais, du coup, je suis d'accord avec toi, c'est plus simple d'être pessimiste maintenant, et encore, parce que, tu sais, il est à 61 000, là, enfin, il est élevé as fuck, quoi. Genre, 61 000, les gars, c'est énorme. Mais, non, moi, c'est juste que d'un point de vue perso,
développement perso, j'aimerais bien faire autre chose que du crypto, tu vois, que de la crypto. Je suis pareil. Voilà. En fait, la difficulté, c'est de faire autre chose de la crypto, mais d'être bon dedans et de pas faire quelque chose en dehors de la crypto pour faire quelque chose en dehors de la crypto, mais de faire quelque chose, tu vois, qui a du sens. Oui, il faut un truc qui est cool, tu vois. Ça prend du temps, tu vois. Ouais. Mais exactement. Mais là, en gros, juste pour la petite anecdote, tu vois, bah là, en fait, j'ai un ami, donc un très bon pote de l'EPFL. En fait, il est venu dire bonjour à ses parents une fois, qui étaient en vacances. En fait, il a fait la surprise de venir à Maurice quand ses parents étaient là pour leur anniversaire, etc. Et en fait, je dis, bah écoute, frérot, viens chez moi, genre une semaine, tu vois. Et depuis, il a trop kiffé Maurice et il habite avec moi maintenant. Voilà. Et en fait, en gros, il travaille chez MetaMask. Bah, tu l'as vu à Dubaï, c'est Valentin. Ouais. Il travaille chez MetaMask et tout. Maintenant, il a sa propre boîte de cybersécurité et tout. Web3. Mais du coup, on va dev pas mal de trucs ensemble. Du coup. Et le goal, ça va être de faire justement plus de buy hors crypto, parce que du coup, on aura tous les deux nos activités full-time crypto. Lui, il a sa boîte, moi j'ai ma boîte plus le trading, etc. Et ensuite, en part-time, on va dire, on fait 50% crypto, 50% réel, tu vois. C'est un peu le goal en fait de cette année. C'est un bon équilibre, ouais. Ça, c'est un bon équilibre. Tu vois, en fait, tu restes branché en crypto, mais en même temps, t'as ton activité pro. Moi, j'ai juste du mal à faire ça parce que, en fait, au bout d'un moment, genre la conséquence directe, c'est que t'es peut-être moins bon en crypto aussi. Bah ouais, c'est ça en fait. C'est ça en fait qui est un peu terrifiant, tu vois, surtout que tu vois par exemple un média comme Coin Academy, t'as des gens à gérer, tu dois rester dans l'actualité, si tu t'en ouais, je sais, ouais, c'est chaud, ouais. C'est dans Fond du Invest, mais bref. Je pense qu'on arrive sur un format assez conséquent, mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé que les réflexions de fin étaient une belle manière de clôturer ce podcast. Je te laisse quand même le mot de la fin, peut-être quelque chose qui peut motiver les gens. Ou peut-être une leçon à tirer et que toi t'as déjà tiré mais que t'aimerais peut-être partager, tu vois, je sais pas. Hein, ouais, de ouf. Penser. Alors, je dirais, sans parler de la crypto, mais un truc, une philosophie de vie un peu, trouver ce qui vous passionne, trouver ce que vous kiffez en fait tout simplement dans la vie, que ce soit de la crypto, que ce soit du trading, que ce soit de l'informatique, de l'agriculture, peu importe, parce que je pense qu'il y a rien de pire que de se lever le matin et de faire un taf qui te fait chier en fait, tout simplement. Et surtout, si vous êtes, enfin surtout, si vous avez moins de 30 ans et tout, il faut pas hésiter à se reconvertir, à faire ce qui vous plaît, et voilà. Et vous serez que plus heureux dans la vie générale, en général. Et voilà, il faut pas lâcher les spots, pas être trop gourmand non plus. Mais si vous êtes dans sub 30, faut prendre des risques, c'est le moment de prendre des risques. Et si vous avez plus, bah vous pouvez toujours apprécier vos cryptos en spot. Mais être un peu plus safe en fonction de votre situation familiale, etc. Voilà. Bon, j'ai pas d'autres gros trucs. Ouais, voilà. Mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir de venir sur ta chaîne, mon ref. J'espère que je suis pas trop sombre là, parce que mec, il fait moche là. Aujourd'hui, il fait moche. C'est what the fuck. Moi, je suis trop content de t'avoir parce que genre je trouve que tu as un profil qui est assez unique et en même temps, genre, je me retrouve tellement dans plein de trucs que tu dis parce que je pense qu'on a vécu tellement de choses en commun dans le marché que voilà. De ouf. Donc voilà, je pense que le fait d'avoir traversé des moments très difficiles en même temps, au même endroit, ça nous a vraiment renforcé, tu vois, et rapproché. Et voilà, moi je suis trop content qu'il y ait des gens comme toi dans l'écosystème. Donc voilà, merci d'être venu. Machallah les gars, machallah mon ref. C'était Picsou, c'était Tisma. Tchuss.